Nous avons tous et toutes des premières et des dernières fois. Et pour beaucoup, le cheminement entre les deux est une véritable aventure. J'ai décidé de rencontrer des inconnus, ou presque inconnus, de partager avec elles et eux ces confidences intimes et de mesurer l'évolution de leurs désirs entre la première et la dernière fois. Patricia est une femme bisexuelle qui a essayé de se conformer à la norme. Elle s'est mariée avec un homme qu'elle avait rencontré au lycée, a eu des enfants de lui. Et puis, tout a explosé. Patricia s'est découverte, elle est tombée amoureuse, s'est battue pour sa liberté. Aujourd'hui, elle a 41 ans, elle est photographe, célibataire. Bonjour Patricia. Salut. Je vais commencer par la question rituelle. On se vous voit ou on se tutoie ? On se tutoie. Est-ce que tu te rappelles de ta première fois ? Je m'en rappelle, pas comme si c'était hier, parce que c'était pas hier. J'avais 17 ans et c'était un amour de vacances. J'étais à la campagne, dans le fin fond de la France, là où il y a rien. Et mes parents avaient acheté une maison depuis quelques années, donc je m'étais fait des potes dans le coin. Et il y avait ce gars, un Emmanuel, qui était un peu rocker dans l'âme. Il portait des perfectos et j'adorais ça. On les connaît ceux-là, hein, c'est toujours efficace. Et puis on s'est dragouillé. Bon, je savais pas draguer à cet âge-là, je sais toujours pas draguer aujourd'hui d'ailleurs. Mais je sais pas comment on a réussi vraiment à se rapprocher, mais je me rappelle surtout de cette première fois où complètement flippé, il m'avait invité à passer chez lui. Je savais que j'allais passer à la casserole. Et donc je m'étais un peu pomponnée, machin, tout ça. Et en fait, j'étais complètement flippée parce que je savais pas comment ça allait se passer. J'avais toutes ces idées reçues de tu vas peut-être saigner, est-ce que je vais saigner, est-ce que je vais avoir mal. Enfin bon, bref, toutes ces questions qui se. Puis on savait pas si c'était sa première fois à lui aussi ou pas. Ah bah voilà, bien entendu, j'avais pas posé la question. Lui, il savait pas non plus si c'était ma première fois, mais je pense qu'il s'en est très très vite rendu compte. Parce qu'en fait, ma particularité ce soir-là, c'est que j'étais tellement crispée que je l'ai chopé avec mes jambes entre mes cuisses. Et puis, il pouvait plus bouger, le pauvre garçon. Donc, on a fait ça tant bien que mal. Et puis, je me souviens surtout de son visage un peu, pas apeuré ni désespéré, mais un peu embêté. Parce qu'il essayait de se défaire. Et moi, j'étais tellement crispée que je restais là comme ça. Et puis, finalement, bon, il s'est rien passé de bien palpitant. J'ai rien ressenti. Lui, je sais pas, je lui ai pas posé la question. Et puis, je suis rentrée chez moi en me disant, bon, bah, ok, c'était ça. Ça m'a pas marqué tant que ça. Alors, pas en mal, heureusement. Pas en bien non plus. Je veux pas dire malheureusement. C'était voilà, c'était comme ça. Le truc était fait. C'était pas non plus un but. Et tu y avais réfléchi avant Absolument pas. C'était pas un truc que t'avais dans ta tête, tu l'attendais Alors, je me rappelle pas l'avoir attendu comme le Messie. Non. Je savais que ça allait venir. J'avais 17 ans, donc je me suis dit bon, bah, c'est pour bientôt. Mais enfin, j'étais super coincée, quoi. Enfin, donc le premier bisou, c'était à 15 ans dans une boum. Il s'était rien passé entre-temps, mais voilà, j'avais compris que le type était partant. Je lui avais laissé comprendre que je l'étais aussi, forcément. Et puis le truc s'est passé un peu. C'était un peu banal, hein. Enfin. Mais tu savais ce qui devait se passer quand même. Enfin, t'avais une théorie un peu ou pas du tout? Non, pas du tout. Enfin, à part des bisous, des caresses, et puis bam, faut y aller. Enfin, c'est pas moi qui ai mené la danse, forcément. Donc je l'ai laissé faire. Et puis. Mais je me rappelle que c'était plutôt court. Enfin, c'était que la pénétration. Il n'y a pas eu de préliminaire, il n'y a pas eu de. Ça m'a pas marqué. Donc non, je pense qu'il y en a pas eu beaucoup. Et puis du coup, ça t'a pas détendu. Enfin, mais pas du tout. Moi, j'étais tellement crispée que le pauvre type, je l'ai enfermé là entre mes genoux et je le lâchais même plus. Il a dû me dire, c'est bon là, tu te détends, il faut que je m'en aille. Enfin... Le pauvre. Mais le pauvre, parce que la pauvre toi surtout parce que du coup malgré tout, enfin il était jeune et il expérimentait aussi. Ouais. Il t'avait besoin d'être rassuré, enfin ou en tout cas oui, mais on n'en avait pas parlé. Je lui avais pas parlé de mes précédentes fois qui n'existaient pas finalement. J'osais pas lui dire que je l'avais pas fait avant. Mais après, je pense que ça devait se voir comme le nez au milieu du visage, donc c'était pas un souci. Mais c'était pas un amour de vacances. Il y avait pas de sentiments, il y avait pas de. Oh non, c'était plutôt le gars qu'on admire parce que voilà, c'est le rocker et que j'ai toujours bien aimé les mecs un peu comme ça, un peu à part, qui se fondaient pas dans la masse et qui rentraient pas forcément dans le moule. Même encore aujourd'hui, je suis restée avec ces petites préférences-là, comme ça. Ça s'est passé comment après ? Il est reparti un peu après, on s'est revus. Je crois que ça devait être pendant ces vacances où j'ai un vague souvenir ou peut-être l'année suivante, on s'est revus. On a réessayé de coucher ensemble une fois ou deux. Mais je pense sincèrement que ça devait être le même été. Parce que
Très vite, on s'est perdu de vue. Moi, je suis revenue dans cette campagne régulièrement pour passer des vacances. Mais le type, je l'ai pas recroisé. J'en étais même pas triste parce que de toute manière, je savais que voilà, c'était le temps des vacances. Moi, j'habitais à Paris. On était à 250 bornes de Paris, donc. Et puis voilà. cet été-là, du coup, après, vous étiez officiellement en couple ou Même pas du tout? Même pas. Non, c'était rien. Finalement. Il a été utilisé. En dehors de cette Emmanuel, est-ce que tu as senti que ça avait changé quelque chose en toi, c'est-à-dire le fait d'avoir été nue devant quelqu'un? Est-ce que tu as été nue d'ailleurs, tu m'as pas dit? Oui, j'ai été nue, mais non, ça n'a rien changé. Je me suis pas sentie transformée, métamorphosée, devenue femme parce que je me suis sentie devenir femme presque 20 ans après. Donc pendant très très longtemps, je me sentais pas femme du tout. Parce que après, ça n'a rien débloqué. Il y a eu d'autres histoires après. Il y a eu des histoires dans ce même patelin de vacances, dont une histoire franchement pas classe, même un peu traumatisante, qui elle m'a changée. Pour le coup, pendant cette période-là, oui, très très mal vécu. Mais cette première fois, non. En soi, ça n'a rien changé chez moi. C'était un petit plus que j'avais avec un gars avec qui je sortais brièvement pendant les vacances, et puis c'est tout, quoi. Et tu t'es pas dit, alors ça s'est passé comme ça, et peut-être que du coup ça peut être mieux, ou peut-être que, ou est-ce que tu t'es retrouvé résigné par rapport à cette situation en disant... Pas du tout, mais en fait, le truc était fait. Je me suis dit bon, il y en aura d'autres, ce sera certainement différent, mais moi, j'ignorais si j'allais m'en sortir mieux. Et j'avais peur de pas savoir pendant longtemps, en fait. T'avais peur d'être stressée à nouveau comme t'avais été stressée la première fois? Ouais. Parce que finalement, le corps d'un homme, c'était super nouveau, quoi. Et tu te souviens de détails de son corps, justement, de choses sur lesquelles tu t'étais fixée ou pas du tout? Alors, je crois que le gars était tatoué. Et ça, j'aimais bien. Mais après, c'était un gars un peu plus grand que moi à l'époque. Maigrichon, pas maigrichon, il était pas stock, il faisait pas de la muscu ni quoi que ce soit, plutôt fluet. Mais c'était, je me suis toujours attachée au visage des gens, jamais à leur corps finalement. Donc, et comme diraient des amis à moi aujourd'hui, je suis toujours sortie avec des gens pas forcément beaux. C'était sa tronche. Hein. Il avait une gueule. J'aime bien les gens qui ont des gueules. Est-ce que le fait de le voir nu, ou de le voir partiellement nu, ou en tout cas est-ce que ça a éveillé du désir chez toi? Est-ce que tu te souviens que t'as eu du désir à ce moment-là? Non, j'ai pas eu de désir. J'ai pas eu de désir à ce moment-là. C'était, à mon avis, la partie de jambes en l'air de curiosité. Tu vois, c'était parce que j'étais curieuse. Je voulais savoir ce que c'était. Mais en revanche, c'était beaucoup trop nouveau et beaucoup trop stressant pour qu'il y ait du désir. Et du plaisir, forcément. Aucun plaisir? Non, rien du tout. Est-ce que tu te masturbais avant? Alors, ça a commencé à l'école primaire. Très tôt. Mais comme beaucoup de petites filles en vrai, donc c'est juste qu'on n'en parle jamais, mais vrai... Non, on n'en parle pas. Et puis moi, pendant très très longtemps, je me suis dit, c'est pas normal. Tu vois, puis parfois ça arrivait à la piscine, tu vois, mais à la piscine quand je nageais, donc je faisais rien de moi-même. Mais c'est arrivé très tôt. Donc tu savais quand même que tu pouvais avoir du plaisir. Oui, mais je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas d'où ça venait. Ni comment ça marchait, quoi. Ni comment ça marchait. Voilà. Donc en fait, c'était arrivé un peu par hasard au tout début. Donc du coup, je reproduisais cet événement-là, les qui circonstances, produisait, ce plaisir-là. Voilà, quand j'étais petite, c'est comme ça que ça se passait. Et après, adolescente et tout, c'était toi qui faisais sur ton corps ou c'est pareil? Non, après ça a été moi qui le faisais. Mais très tardivement, je me suis dit que je pouvais utiliser mon corps à moi, mes mains, pour avoir le même plaisir. Mais c'est venu très tardivement. Pendant très longtemps, j'utilisais des objets extérieurs, voilà. Il y a des gens qui continuent en plus à utiliser, ça marche très bien aussi. Oui. Je sais qu'on parlait beaucoup des peluches, d'utilisation des peluches. C'est normal. C'est l'apprentissage aussi. Est-ce que tu as fait le rapport dans ta tête entre le plaisir que tu avais toute seule, que du coup tu avais expérimenté, développé avec les années, et ce rapport sexuel-là? Est-ce que pour toi c'était deux choses qui étaient liées, ou est-ce que pas du tout? Et en fait tu t'es dit, cette partie qui est très intime qui est la mienne, et l'autre truc avec les hommes qui est autre chose. Alors en fait, je pense que pendant très longtemps, je faisais pas le lien, parce que ce plaisir-là que j'avais toute seule, c'était basiquement un plaisir clitoridien. Et les mecs que je voyais, avec qui j'avais des rapports, bon après un peu plus tard, c'était principalement axé sur la pénétration. Et les gars se foutaient totalement de savoir
si tu pouvais avoir du plaisir autrement, donc qui ne s'intéressait à rien. Voilà. Donc pour moi pendant longtemps c'était bon bah moi toute seule je m'amuse, avec un gars j'essaye de voir un peu ce que ça donne, mais par pénétration il se passait rien, jamais. Pas de douleur par contre, mais rien. Non, pas de douleur. Ouais, parce que du coup, ce truc des jambes qui se resserrent, chez certaines femmes, ça peut être aussi tout qui se resserre et être source de douleur. Oui, non, là, c'était juste le stress du moment, mais j'ai été contente, un peu soulagée d'ailleurs de voir que, j'avais pas eu mal, deux, j'avais pas saigné, enfin bon, c'était déjà ça. Ouais, c'était déjà ça, voilà. Exactement. Est-ce que tu te souviens comment tu t'étais habillée? Parce que tu disais que tu t'étais préparée, pomponnée. Alors ouais, mais pomponnée dans le sens, je suis passée à la douche, je me suis lavée au Karcher pendant 3 heures, enfin... Histoire de dire, bon, je vais sentir bon de partout. Il y a une angoisse du fait de pas sentir bon? Ah ouais, moi, ouais, franchement, je me suis dit, mais non, quand même, j'ai enlevé ma culotte, quoi, enfin... Donc... Mais non, alors là, la tenue vestimentaire, je m'en rappelle pas du tout. Mais alors, et puis à l'époque, j'ai été très très longtemps garçon manqué, donc j'étais certainement en jean basket, quoi. Enfin... Parce que ce qui est pas grave, si en plus si ça l'excitait, c'est cool aussi, mais... Après, effectivement, franchement, à cette époque-là, et pendant très 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 longtemps, jusqu'à il y a peu de temps, j'ai jamais été très féminine. Les talons, j'en mets depuis très peu de temps. Et j'ai commencé à mettre des robes, des jupes quand j'ai arrêté de travailler à l'extérieur dans un métier en plus qui était très masculin. Donc non, à l'époque, c'était jean basket, rien d'autre, et ça l'a été pendant un sacré bout de temps. Est-ce que tu te rappelles avoir eu peur? C'est-à-dire même avant, quand tu prenais ta douche et que tout, et tu te disais, donc du coup tu disais j'ai pris une douche et j'ai forcé sur la douche parce que j'avais pas envie de sentir particulièrement d'un endroit. Est-ce que tu te rappelles quand même d'avoir eu peur, c'est-à-dire de dire je sais vraiment pas ce qui va se passer? Potentiellement tout le monde le fait, mais... Ah ben bien sûr, oui. Il y avait plus de l'impatience, comme quand tu vas au cinéma, que tu vas voir un super film, tu vois, genre super, on va aller au cinéma, on va voir un film. Là c'était un peu super, ça sera ma première fois. Mais finalement, ouais, j'avais plus peur de ma propreté à moi que de la manière dont ça allait se passer. Bizarrement, c'est vrai que c'est le truc qui me revient. C'est le truc qui reste en tête, c'est cette envie d'être vraiment nickel, quoi. Et lui, il était vraiment nickel? Il était nickel. En tout cas, il y a rien qui m'a choqué. En revanche, je pense que c'est un truc, voilà, faut être nickel. Ça, c'est resté. Voilà, c'est resté. On va faire un petit jeu. C'est basé sur le jeu Je n'ai jamais, qui est vraiment un jeu typique du jeu à boire, c'est-à-dire que quelqu'un dit une phrase et qui est Je n'ai jamais quelque chose, et si quelqu'un l'a fait, il est obligé de boire une gorgée d'un alcool. Donc nous n'avons pas d'alcool. Par contre, si ça donne lieu à quelques petites anecdotes, c'est bien aussi, ou juste voilà. On voit ce que ça fait venir en toi. Mm-hmm. J'ai déjà sodomisé un ou une de mes partenaires. Non. Alors, on me l'a demandé. Et j'ai toujours eu peur de faire mal. Et j'ai vu des femmes le faire. Bon, forcément, j'ai vu des hommes le faire aussi. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était la douleur. Donc, je voulais surtout pas faire mal. Donc, parce que tu savais que ça faisait mal et que du coup, enfin, que ça pouvait faire mal, et du coup, tu t'es dit, je veux pas reproduire ça. Oui, j'ai pas envie de faire mal à quelqu'un. Pour moi, c'est pas quand on s'amuse, on se fait pas mal. On peut se faire mal par accident, ok. Mais non, j'avais pas envie de faire mal à l'autre, donc on me l'a proposé plusieurs fois et à chaque fois, j'ai dit non. J'ai déjà éjaculé. Oui. Et c'était un peu la panique. Parce que j'étais tombée sur un type qui disait que c'était sa spécialité. Alors, il avait quand même un rapport un peu bizarre à la sexualité, ce qui fait qu'en fait, il restait toujours habillé, ce monsieur. Donc moi, j'attendais qu'il se mette nu. Et ça n'arrivait jamais. Alors voilà, sa spécialité, c'était ça. C'était pas très agréable la première fois, je me rappelle. J'ai même eu mal, mais genre pendant 48 heures après. Et le type, je lui ai envoyé un message, quoi. Je lui ai dit, écoute, mec, c'est quoi ce délire? 48 heures après, j'ai mal. Et le type me dit, ah non, c'est normal, t'inquiète, c'est normal. Bon, j'ai très vite compris après que c'était pas du tout normal. Voilà, il y a pas si longtemps, je sais pas, il y a peut-être quelques années, 3-4 ans, ça m'est arrivé une première fois, et j'ai compris le principe. Parce que avant, c'était un mystère, quoi, ce phénomène. Et c'est comme tout, ça s'apprend, hein. Ouais, voilà. Juste, voilà. Et la première fois, j'ai appris à le faire aux autres aussi, donc c'était marrant. J'ai déjà eu des soucis avec du matériel. Alors, matériel, ça peut être capote, dildo, plein de choses. La capote qui craque, ça m'est arrivé. Le matériel sans pile, non. Mais j'ai vite laissé tomber
les objets comme ça. Mais oui, la capote qui craque et l'énorme flip où tu te regardes dans les yeux, là, enfin dans l'œil de l'autre. Et là, le mec lit ta panique, parce que moi ce jour-là j'étais paniquée et j'ai compris en le regardant qu'il y avait pas de panique à avoir. Bon, moi j'ai filé à la salle de bain, j'ai pris ma pilule du lendemain parce que c'était vraiment pas le bon moment. Enfin. La panique, ouais, grosse panique. Donc t'as pris la pilule du lendemain en urgence. Est-ce que après t'as quand même été faire un test? Alors pas le lendemain, mais effectivement c'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand je suis allée chez ma gynéco la fois suivante. Et comme j'ai eu à subir une intervention chirurgicale, du coup très rapidement après, en plus cette histoire, j'étais soulagée de savoir qu'il y avait rien. Ouais. Mais bien sûr, c'est le flip, c'était de savoir ça, quoi. Forcément. J'ai déjà pensé à ma liste de courses pendant le sexe. Mon Dieu, plein de fois. Ouais, pendant un certain nombre d'années, malheureusement. Je regardais le plafond, je pouvais te dire le nombre de fissures qu'il y avait dans la peinture. Enfin, voilà. Ça arrive malheureusement trop souvent. J'ai déjà pensé à quelqu'un d'autre pendant le sexe. Alors oui, ça m'est arrivé à un moment assez important de ma vie où en fait, la première fois où j'ai eu vraiment envie de quelqu'un. Et après toute cette période de mariage, tout ça. Et on y reviendra. Ouais, mais ça m'est arrivé, ouais. Et pas de célébrité, de choses comme ça. Ah non, jamais. Parce que c'est drôle. Et c'est pourtant, une question... Brad Pitt. Mais oui, mais c'est une question qui évoque des choses. Et des gens qui disent ah non, jamais j'ai pensé à quelqu'un d'autre que je connais. Par contre, il y a des gens qui pensent direct à des stars. Un proche, oui, mais quelqu'un de connu, non. Non, parce que pour moi, il fallait qu'il y ait quand même une espèce de promiscuité, enfin, pas de promiscuité, mais de réelle connivence. Un truc palpable, quoi. Ouais, voilà. Un vrai désir. Un truc qui me rappelle un truc. Presque un peu partagé aussi, quoi. C'est ça, voilà. Ce bon Brad Pitt, le pauvre. Oui, bon. Tout ce qui doit il est trop occupé, quoi. Je me suis déjà masturbée dans des endroits pas prévus pour. Ah, mais bien entendu. Alors, dans les piscines, du coup. La douche de la piscine. Dans des bureaux où je bossais aussi. Les deux premiers qui me viennent en tête, c'est ça. Voilà. Non, mais c'est beaucoup plus courant qu'on ne le croit. J'ai régulièrement des femmes qui me disent au bureau pour évacuer le stress ou c'est super courant. Oui, pour évacuer le stress, alors je sais pas, mais quand t'as un mec qui t'envoie plein de sextos, machin, et que t'en peux plus et que t'es là au bureau, tu peux rien faire, voilà, ça peut arriver. Oui, quand on n'est pas dans un open space, ça passe. Très vite après ta première fois, t'as rencontré ton mari au lycée. Alors vous n'êtes pas mariés au lycée évidemment, mais c'est quand même resté celui avec qui tu t'es marié par la suite. Ouais. Comment ça s'est passé ? Un peu comme l'histoire du rocker là de la première fois, c'était le mec aux cheveux longs de la classe. Et après, juste avant lui, un été, il y a eu une histoire vraiment, vraiment pourrie. Et du coup, il arrivait un peu comme le chevalier blanc, le mec gentil. Alors, il avait redoublé. Bon. Je me foutais qu'il ait redoublé, mais il se retrouvait du coup dans ma classe. Et puis il avait une espèce de bagou, enfin bon, il en jetait quoi. Il était sympa, machin, tout ça. Il avait les cheveux longs, ses cheveux longs. Et puis ça lui allait pas du tout d'ailleurs. Et en fait, oui, le type était attentif, sympa, enfin, et l'histoire a duré quoi. Vous vous êtes mariés quand ? Alors, on s'est rencontrés à 18 et je me suis mariée à 25. J'ai aucune mémoire des dates. C'est horrible. Vous avez directement habité ensemble après le lycée pour les études ou pas du tout ? Vous avez quand même été séparés Alors on a été, disons que lui avait sa petite chambre de bonne dans l'immeuble de ses parents, tranquillou, et il est allé à la fac, sauf que moi j'ai pas du tout fait le même genre d'études, je suis jamais allée à la fac, mais j'ai fait des écoles spécialisées, j'ai repassé un deuxième bac, tout ça, donc en fait on a vraiment vécu ensemble quand moi j'ai commencé à avoir un salaire et que j'ai travaillé. Donc on est sortis ensemble assez longtemps et moi je continuais à vivre chez mes parents et lui dans sa chambre de bonne. Ça nous empêchait pas de nous voir, tout ça, mais on a vraiment habité ensemble quand on pouvait l'assumer tous les deux, quoi, financièrement. Et vous avez... est-ce que tu as le sentiment que ces années-là, passées avec lui, donc pas habiter ensemble, mais ta sexualité s'est développée ou toujours pas ? Absolument pas. Absolument pas, surtout qu'il y a eu une période où il m'a quittée pendant 1 an parce que je correspondais pas à ses attentes à ce niveau-là. J'avais beaucoup moins envie de lui que lui n'avait envie de moi. Et du coup, on n'était pas en phase du tout là-dessus. Mais on est restés ensemble 14 ans. Et pendant 14 ans, il s'est rien passé de mon côté. Enfin, il y a pas eu de déclic, d'éveil, ni quoi que ce soit. Il y a pas eu de moment lune de miel, de moment. Il y a eu une super lune de miel. On est parti en voyage super loin. C'était magnifique, mais ça changeait pas grand-chose à l'intérieur de moi.
J'étais très heureuse quand il m'a demandé en mariage, super émue parce que ça ancrait une espèce d'amour profond que j'avais pour lui. Hein. Mais niveau cul, c'était pas du tout ça. T'avais pas de plaisir ? J'avais du plaisir, mais j'avais jamais envie d'y aller. Donc c'était un peu comme quand on va à la piscine. Hein. C'est toujours l'image que j'ai de ça. C'est tu mets un pied dedans, tu te dis merde, elle est froide. T'as pas envie d'y aller, mais bon, une fois que t'es dedans, l'eau est bonne, quoi. Mais en revanche, j'avais jamais envie. Et comment ça se passait pour lancer le truc ? Du coup, c'est lui qui était un peu pressant. Ouais, c'est toujours lui qui lançait. Donc c'était très compliqué pour lui parce que il s'est très vite posé des questions. Donc il m'en a posé tous les jours. Hein. Tous les jours, c'était pourquoi t'as pas envie. Puis après, très rapidement, ça a été il y a un truc qui va pas, va voir quelqu'un. Donc je suis allée voir des gens sans même savoir ce qu'il fallait dire parce que pour moi, sexologue ou directement psy ouais, un sexologue. D'ailleurs, ma gynéco est sexologue, donc je suis allée voir ma gynéco. Mais je savais pas trop quoi lui dire parce que je comprenais pas trop que c'était finalement le manque d'envie. Moi, je vivais mon truc tranquillou. Bon, c'était mon meilleur pote. Donc, en fait, j'ai surtout vécu avec mon meilleur ami. On a fait des enfants, c'était pas le sujet, mais j'avais pas cette envie qu'il attendait de moi. Et les médecins ont répondu quoi à l'époque ? En fait, on était tous à côté de la plaque. Parce que moi, je présentais le problème de la même mauvaise manière. C'est-à-dire que je suis arrivée chez ma gynéco en lui disant mon mec, il trouve que j'ai pas de fantasme, il trouve que c'est pas normal. Et du coup, elle suggérait qu'il vienne avec moi, qu'on parle peut-être, je sais pas, de mettre en place des petits jeux, des machins pour égayer un peu tout ça, quoi. Sauf que lui, il refusait de venir avec moi parce qu'il estimait que c'était moi qui avais un problème et pas lui. Donc je restais en fait un peu toute seule avec mon problème. Ça n'a jamais été un truc que vous avez lancé tous les deux pour... Jamais. Non, lui me suggérait d'aller voir des gens et me faire soigner. Donc, en fait, au début, j'étais là, c'est quand même un peu fort de café, quoi. Et puis en même temps, je trouvais pas la réponse. Hein. Donc après la gynéco, après la sexologue, je suis allée voir un psy. Mais le psy, qu'est-ce que tu veux que je le raconte ? Je savais pas. Il m'a même fait des remarques, genre vous parlez pas. Mais en fait, j'étais perdue dans tout ça. J'étais vraiment perdue. Et en même temps, plus les années passaient, et plus je me disais ok, j'ai un problème. J'ai vraiment un problème. J'imagine que quand on a un enfant, on est occupé par d'autres choses aussi. Et puis pour l'avoir, ça a été aussi, tout ça a été lié. J'ai pas attendu si longtemps que ça, mais pendant l'année où on a attendu qu'elle arrive. Je me disais, moi, tout simplement, ça marche pas. Mon corps n'est pas fait pour ça. Et je pensais vraiment, je me suis dit, j'ai toujours été garçon manqué. Là, j'ai pas envie. Il me le fait remarquer. J'arrive pas à avoir d'enfant. Mon corps ne fonctionne pas. Donc, je suis restée avec l'idée que je ne fonctionnais pas. Tout simplement. Et tu te forçais à chaque fois, quand vous avez essayé d'avoir un enfant, c'était à jour fixe, il faut y aller ? Disons que je pouvais compter sur lui pour me demander tous les 48 heures. Ah oui, donc assez souvent, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Tous les 2 jours, j'y passais parce qu'il avait envie, ce que je pouvais comprendre, mais moi, je me forçais un peu, quoi. Et puis, un jour, tu redécouvres, tu découvres le désir. Je découvre le désir après avoir arrêté cette fameuse pilule qui, finalement, est un peu, moi, je la mets vraiment en cause dans cette absence totale de libido, parce que quand j'ai arrêté la pilule, donc il a fallu que tout se remette un peu en marche, je suppose, je sais pas, j'ai eu ma fille, et puis j'ai repris une autre pilule derrière. Pas la même. Mais en même temps, c'était ça aussi, c'était cette idée de... Je savais rien à rien, donc moi, il a fallu que je prenne la pilule. J'ai pris la pilule, j'ai arrêté pour avoir un enfant, j'ai eu mon enfant. Et puis en fait, entre les deux, je sais pas, le corps a commencé à se réveiller, quoi. Et quand j'ai complètement arrêté la pilule pour avoir notre deuxième enfant, c'est là que tout a basculé. Et tu as rencontré quelqu'un, tu as rencontré Étienne, avec qui tu travaillais. Voilà. Et c'est lancer une histoire qui a largement dépassé tes espérances, parce que du coup, le réveil du désir qui a vraiment changé ta vie personnelle, je veux dire, même ce que tu penses que tu pensais de toi. Ouais, ça a tout changé. Et puis une histoire d'amour, en fait. Ouais. En fait, ça a été la découverte du désir, de mon corps aussi, par la même occasion. Et ça a chamboulé tout. Ça a été la révolution. Ça a tout foutu en l'air aussi. Parce que bien sûr, c'était une histoire hyper dure à vivre et je pouvais pas garder ça pour moi. Donc il a fallu qu'il le découvre, il l'a découvert, et puis après tout est parti en couille. Il est devenu violent, psychologiquement et physiquement ?
Ouais. Il va jusqu'à t'enfermer à la maison et puis bah tu trouves le courage de t'enfuir. Oui, quand il y a eu voilà cette goutte qui a fait déborder le vase et le vase a très vite débordé parce que je voulais pas. Enfin, je sentais qu'à partir de ce moment-là, il y avait quelque chose de brisé. Moi qui voulais de toute manière me servir presque de cette incartade pour te libérer de tout ça, enfin te libérer pas forcément du mariage. libérer, mais pour limite régler nos problèmes à nous deux dans le couple. En disant non mais c'est pas moi, je vais rester là, je vais rester dans mon couple, je vais continuer ma petite vie de famille et puis il y a quelque chose qui s'est passé et on va régler notre problème à nous, sauf que en fait on n'a pas pu faire machine arrière, c'était pas possible. Parce que du coup quand t'as découvert le désir, ça t'a pas réveillé ton désir avec ton mari, c'était juste le désir avec quelqu'un d'autre. Voilà, ça a aussi finalement au bout de beaucoup d'années répondu à cette fameuse question, chérie, pourquoi t'as pas envie? Et j'ai un jour parce que je me suis posé la question je sais pas combien de milliards de fois. Et en fait, un jour, je me suis dit, en fait, c'est très simple, je n'ai pas envie parce qu'il ne me donne pas envie. Et un jour, il a fallu que je lui dise. Alors, je comprends tout à fait que c'est quelque chose qu'un homme a beaucoup de mal à entendre, certainement. Et même pour une femme, je pense que c'est la même chose, hein, quand son mari lui dit, j'ai pas envie de toi, chérie. Ça fait mal. Après, il a eu 14 ans pour se préparer à cette idée, puisque du coup, ouais, mais je crois que ça n'a pas été caché beaucoup. Cette affaire. Mais moi, franchement, je pense que je me suis voilé la face très très longtemps et j'ai fini par me dire que il y a quelque chose chez moi qui n'allait pas. Mais finalement, c'était très basique et voilà. Je pense qu'après, il y a un truc aussi, c'est qu'il y a une désinformation totale. C'est-à-dire qu'à la fois, les médecins peuvent pas répondre à ce truc, le mari envoie des signaux qui sont inverses. Je vois pas comment on peut. Oui, en fait, dans cette histoire, personne ne m'a aidé. Enfin, oui, c'est ça. Je cherchais pas forcément de l'aide. Je dis pas que les autres sont fautifs, mais effectivement, je n'ai eu d'aide extérieure de nulle part. Donc en fait, j'ai découvert par moi-même effectivement que je pouvais avoir finalement envie de quelqu'un, que j'avais toujours pas envie de lui. Et quand il y avait du désir, il y avait plus de plaisir aussi. Ça a changé quelque chose sur cette donnée-là? Avec qui? Avec Étienne, donc celui qui est désirable. Oui, avec celui qui était désirable, j'avais du plaisir. Et plus, je veux dire, il y a eu. Ah mais en fait, j'en avais tout simplement. Ouais. Enfin, j'en avais. Disons, oui, effectivement, j'en avais avec mon mari. C'était mécanique tout ça, mais avec Étienne, j'avais vraiment envie et tout était différent. Enfin, je veux dire, les échanges, l'envie de chacun, et c'était une espèce de fusion complètement folle. Qui fait complètement tourner la tête quand tu t'y attends pas, quoi. Est-ce que ça a changé quelque chose qu'à ce moment-là, spécifiquement, t'étais enceinte, après t'avais un enfant, c'était un bébé, ça a dû être compliqué d'avoir cette espèce de rush d'hormones au moment où en plus on est très peu disponible physiquement. Ouais, surtout que le truc est arrivé au tout début de la grossesse et moi je l'ignorais encore. Donc quand je l'ai su, ça a été la grosse panique. De qui il est? Oui, c'est ça. Tout simplement. Donc après très rapidement je savais de qui il était, mais voilà, il y a eu un enchaînement de merde. Enfin, toute la grossesse a été horrible, l'accouchement pire que tout. Enfin, et finalement, quand il l'a su, j'avais déjà accouché. Donc en fait, je suis restée longtemps avec ce truc horrible et j'arrivais pas à me regarder dans la glace. Et il l'a su après donc l'accouchement et après tout ça, j'ai décidé vite de partir parce que je savais qu'on pourrait pas recoller les morceaux et en fait, il me faisait atrocement peur. Donc par trouille, je me suis enfuie en fait. Il y a eu une histoire avec Étienne qui t'a vite avoué sa schizophrénie, qui prenait pas trop ses médicaments parce que ça lui faisait des effets qu'il n'aimait pas. Vous avez enchaîné les ruptures, parce que j'imagine que ça devait pas être simple. Et puis, au moment où tu décides de passer à autre chose avec un autre homme et de te reconstruire de manière stable, il décède. Alors, une histoire un peu qui tombe comme ça, sans qu'on le voit venir, j'imagine. Il se fait voler sa moto, il essaye d'aller au commissariat pour porter plainte, il traverse un pont, il enjambe une barrière qui surplombe une nationale, il saute, et puis il atterrit au milieu du flot de voitures. Donc t'en es où à ce moment-là? C'est-à-dire après ce drame-là qui suit le traumatisme, j'imagine, du divorce. Comment tu te reconstruis, quoi? Difficilement. Oui, j'imagine. Disons que là, le premier truc que j'ai vu venir, et je me félicite de pas être tombée dedans, c'était la culpabilité. Parce qu'effectivement, il venait, il repartait, la relation ne tenait pas. Il avait des moments de paranoïa, machin, où forcément j'étais celle qui trompait, ça allait pas. Et puis, effectivement, quand il s'est suicidé, on venait de rompre quelques semaines avant. Enfin, quelques semaines, disons, assez tôt ou assez tard, je sais plus, pour que j'ai le temps de rencontrer quelqu'un et que je me dise, c'est super, c'est une occasion pour vraiment terminer ce truc. Et lui ne l'a pas supporté. Donc, comme c'est arrivé très vite après, je me suis dit, bon, allez, c'est pas de ma faute. Il était malade.
Et déjà, j'ai mis ça de côté. Enfin, je me sentais pas coupable de ça. Mais effectivement, c'était beaucoup trop. C'était beaucoup trop pour moi, supporter tout ça, machin, avoir fait le choix de changer de vie parce que ma vie d'avant ne me convenait pas et allait plus tous nous pourrir qu'autre chose. Plus ça, bref, ça a été dur plusieurs années. Alors on va faire une deuxième pause. On va parler. Je t'ai demandé de réfléchir sur les œuvres qui marquaient ton imaginaire sexuel, et du coup je t'ai demandé quel était le livre qui t'excitait. Il y en a un qui qui doit être très très corné, bien abîmé aujourd'hui, mais avec lequel j'avais une certaine culpabilité. C'était American Psycho, parce qu'il y a certaines scènes de cul dedans. Je parle pas des scènes de... Oui, voilà. Je m'arrêtais toujours avant, les tortures, tout ça. Mais ces scènes-là étaient tellement explicites que je pouvais pas résister à ça. Donc ça a été mon livre de chevet pendant un certain temps. Moi aussi, mais j'ai jamais eu de... Mais après, je pense que c'était un peu pareil, sauf que du coup, c'était pas aussi marqué chez moi. Je suis d'accord. Parce que je me suis... Bon, bien sûr, le coup du rat, machin, tout ça. Non, c'était pas ça, hein. Mais c'était tout ce qu'il y avait avant. Bah, il écrit bien, Bret Easton Ellis, oui. C'est ça. Le film qui me fait vibrer. Ah, il y en a un très récemment qui m'a complètement retourné le cerveau, c'est Call Me By Your Name. Alors, j'ai lu le livre après. Habituellement, je fais l'inverse. Le livre est tout aussi beau, mais le film, ce film. Alors, j'en ai parlé il est très récent. Moi, je l'ai découvert un peu tardivement, mais finalement, il est quoi, de l'année dernière, je crois, 2018 peut-être. Bref, et j'ai adoré, complètement fan de cette histoire d'amour. Mais moi aujourd'hui, je suis totalement amoureuse des preuves d'amour. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en fais des photos aussi. Mais je suis complètement folle de ça, des gens qui s'aiment, qui se le disent, des regards. J'étais complètement chamboulée par ce film-là. C'est une sensualité folle en plus. Complètement, ouais. C'est très fin d'été et tout, c'est vraiment magnifique. L'image qui me donne des frissons de plaisir. Alors comme t'es photographe, j'imagine que tu as des choses en tête. C'est souvent les regards entre les amoureux. C'est tout con, mais quand je sens que des gens s'aiment et se le montrent, moi je fonds complètement. J'adore ça. Et sentir le désir dans le regard des gens aussi. Ah ouais. Moi je suis très sensible au regard, au jeu de regard. Et quand je photographie les gens qui s'aiment, ou quand j'aime quelqu'un, ce qui m'est pas arrivé depuis longtemps quand même, je peux pas résister ça. La musique qui met le mieux dans l'ambiance. Alors j'ai souvent demandé à des gars, j'ai envie que tu me fasses l'amour sur Karma Coma de Tricky, ou c'était qui, Marshiba, Massive Attack, je sais plus qui. Voilà, Tricky, la voix de Tricky, ce genre de musique. Ou aussi Fat Freddy's Drop. Il y a la voix de ce gars. Alors là, moi, je m'allonge tout de suite. Encore aujourd'hui, c'est genre... Ouais. Mais Karma Coma, je pense que je pourrais faire l'amour là-dessus pendant des siècles. Ah, c'est un rythme magnifique en plus. C'est les années 90. Moi, c'est vieux. Non, c'est pas ça, parce que moi, je me souviens avoir vraiment une période comme ça dans mon adolescence où c'était une musique qui était qui est très hypnotique, avec un vrai rythme, des grosses basses. Donc oui, je comprends tout à fait. Mais ça change de Barry White. Ah ouais. Le parfum qui réveille mes sens. Ah, il y a un parfum qui m'a beaucoup marqué, que portait un gars avec qui j'étais sortie, c'était Bleu de Chanel. Et je l'ai senti, je me rappelle, une fois dans la rue, un type portait ce parfum, et je marchais un peu comme un zombie, la tête baissée, et puis tout d'un coup, j'ai senti ce truc, j'ai levé la tête, je me suis retournée, bien sûr, il n'était pas là, hein. Mais ce parfum m'a beaucoup marqué. Et pourtant, je l'ai peu senti après chez d'autres personnes, mais j'en ai un souvenir hallucinant. Donc ce parfum, portez ça les gars. Alors j'ai une question. Au moment du drame, du décès d'Étienne, du divorce, et de ce moment où tu dois totalement te reconstruire et où tu es quasiment une autre femme, tu as quel âge ? 32 ans ? 33 ? Quelque chose comme ça ? Et tu restes avec cet homme avec qui tu étais au moment du décès d'Étienne, ou pas du tout ? Ou c'était juste un homme de transition ? Non, c'était un type de passage. On s'est vite quitté. C'est resté un très bon ami d'ailleurs, mais on s'est vite quitté. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là ? Parce qu'il y a différentes stratégies en fait pour faire son deuil de tout, c'est-à-dire qu'il y a le deuil aussi de ta vie d'avant. C'est quoi ? T'as vu des gens ? T'as essayé d'expérimenter, ou au contraire t'as eu besoin de te recentrer sur toi ? Alors au début j'ai beaucoup pleuré, mais sur le côté je suis seule, c'est la panique, qu'est-ce que je vais faire ? Parce que t'as jamais été seule en fait. Non, jamais.
Maintenant, je suis passée de chez papa-maman à l'appart avec mon copain, puis le mariage, blablabla, tout ça. Donc ça a été surtout la grosse panique. Seule avec 2 enfants, on fait comment? Et les copines m'ont poussée à m'inscrire sur Mythique à l'époque. Je l'ai fait, j'ai essayé 3 mois, mais finalement, c'était pas un système qui me convenait beaucoup. J'ai fait des rencontres, hein, mais bon. Mais pendant très très longtemps, je me plaignais intérieurement d'être toujours seule. Et en fait, le hasard a fait que... ça devait être encore sur Mythique peut-être, ouais, j'ai rencontré un gars qui, lui, sortait d'un milieu que je ne connaissais pas du tout. Enfin, tout ce qui était milieu libertin, tout ça. Et puis, je suis sortie avec ce type une fois ou deux, et en fait, pas grâce à lui, parce que j'ai compris un peu plus tard ce que j'aimais vraiment et qui j'étais vraiment. Mais ce type-là m'a ouvert une porte, en fait, la porte d'une pièce que je ne connaissais pas. Et ce milieu-là s'est un peu ouvert à moi. J'y suis allée, j'ai traîné dans des saunas libertins au début, où j'emmenais des potes, parce que faut quand même être avec des gens que tu connais un peu. Et puis après, dans d'autres sites de rencontres, j'ai croisé des nanas qui étaient encore dans ce milieu-là. Et finalement, je suis passée un peu naturellement dans une phase où je me suis éclatée à faire ce que j'avais jamais fait avant. T'as essayé des choses. Voilà. Et donc je les ai suivis en soirée, souvent soirée privée, machin, qui organisée par des gens qu'elle connaissait. Bon, moi que je ne connaissais pas, j'arrivais habillée toujours comme une nonne, au milieu de nénettes à moitié à poil. Et puis je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Et puis finalement, j'ai découvert... Enfin, j'ai pas découvert, je me suis confirmée à moi-même que j'adorais les femmes autant que les hommes, et que c'était cool, enfin, de se le confirmer. Parce que je le savais depuis très très longtemps, depuis petite. Hein. Mais jamais j'avais eu l'occasion ni d'en parler avec mon mari, ni quoi que ce soit, parce que c'était trop honteux, quoi. Enfin, à l'époque... Et puis je me suis lâchée à cette époque-là, en allant en soirée, tout ça. Et en fait, en côtoyant tous ces gens qui étaient complètement décomplexés, qui se foutaient à poil tous les 4 coins de la pièce et qui baisaient n'importe où, n'importe comment, parfois avec n'importe qui. Je me suis dit, le corps, c'est quand même vachement beau. Et finalement, le travail photographique a un peu viré comme ça dans le sujet du corps humain. Donc moi, je savais enfin tout ce que j'aimais. Je savais ce que j'aimais pas. Je crois que je ne sais pas encore tout ce que j'aime, mais je sais surtout ce que je n'aime pas. Ce qui était déjà un énorme pas. Qui est quoi, si je peux demander? Ce que j'aime pas, c'est tout ce qui est violence, douleur, enfin tous les trucs de domination, machin, tout ça. Je trouve ça rigolo. Enfin, j'ai assisté à je sais pas combien de séances, mais ça me dit rien. Et puis finalement, le partage d'un gars, c'est peut-être pas pour moi non plus. Parce que dans ces soirées-là, tout le monde me demandait alors, t'es libertine depuis combien de temps? Ça, j'adore cette question. Et puis, non, enfin, moi, je suis pas libertine. Enfin, je suis là par hasard. J'ai vu de la lumière. Je venais d'une espèce de milieu complètement classique. Moi, je suis là pour me marrer. Et je me voyais pas du tout partager un gars avec qui je sortais. Bon, après, j'ai compris que dans certaines circonstances, avec certaines personnes, c'était certainement possible. Mais je l'ai jamais vraiment testé. Mais enfin, je pouvais m'exprimer avec mon corps comme je le voulais, et personne me faisait chier. Et surtout, je pouvais sortir de chez moi, me dire je vais à une soirée, je vais rencontrer peut-être 1, 2, 3, 4 mecs, je vais rentrer chez moi. Bon, après c'est vrai que le fait de rentrer chez soi toujours seule, s'endormir toute seule, ça me replongeait un peu dans une espèce de déprime. Mais en revanche, j'ai développé ce travail photo sur le corps humain, les gestes d'affection, que je trouvais pas vraiment en soirée cul, hein. Ça, on va pas se mentir. Mais maintenant, voilà, j'en ai fait une première expo sur la beauté du corps en règle générale, parce que je trouve ça quand même super beau. Et je suis tombée complètement amoureuse de l'amour, quoi. Enfin, des gestes d'affection entre les gens. Quand je vois un couple qui se regarde avec des yeux de merlan frit, je trouve ça super mignon. Je pleure quand je regarde Pretty Woman, quoi. Enfin... Tu t'inclus là-dedans, parce que tu parles des corps que tu trouves beaux et du désir des autres et de ce qu'ils font, mais toi, tu t'inclus là-dedans, il y a ton désir, ton corps, tu le trouves beau? Alors, il y a eu une période compliquée où j'ai fait appel à un ami pour me prendre en photo nue, parce que je m'aimais pas du tout. Et cet ami-là ne m'avait pas dit qu'il n'avait jamais fait ça. Donc la séance était un peu compliquée. En fait, j'ai jamais été nue dans cette séance. Mais j'étais topless et puis je gardais un vieux jogging tout pourri.
que j'attendais et qu'il me dise d'enlever. Il ne m'a jamais dit d'enlever mon pantalon. Il était mal à l'aise, j'étais mal à l'aise. Mais finalement, c'est un photographe génial, ce gars. Et finalement, il a fait le taf que j'attendais. C'est-à-dire que j'ai eu un regard extérieur sur moi que je n'avais jamais eu avant. Et puis en plus, surtout, quand tu prends des photos, personne ne te prend jamais en photo. Bien sûr, c'est pour ça que je demande. Voilà. Et je garde un souvenir assez ému de cette séance-là qui doit dater d'il y a peut-être 5 ans, un truc comme ça. Où ouais, je m'aimais pas, ouais, je me trouvais quelconque, toujours pas féminine, enfin bon. Et finalement, je me suis dit, bon, le gars a fait un bon taf, quoi. Je suis pas si dégueu, merde. T'as aimé le regard qu'il portait sur toi? J'ai aimé le regard qu'il avait eu. Et puis j'ai eu envie, je crois, de le montrer aux autres. Enfin, de montrer le regard que je pouvais avoir sur ou leur couple, quand c'était des couples qui me demandaient ces photos-là, ou des gens seuls. Enfin, parfois, très souvent, je demandais à des amis, je leur disais pas, je te trouve beau, j'ai envie de te prendre en photo. Mais généralement, oui, c'est parce que je trouve les gens beaux que j'ai envie de les prendre en photo. Donc, et ça a toujours été un travail très égoïste. Hein. Enfin, on dit toujours que le travail d'un photographe, c'est un travail égoïste, c'est vrai. Mais je le faisais parce que voilà, je trouve que les gens sont beaux et j'ai envie de leur montrer à quel point je les trouve beaux. Tu continues à faire à traîner dans le milieu libertin ou pas du tout? Plus du tout, parce que j'en ai eu besoin. Oui, j'en ai eu besoin pour ces photos, pour voir un peu tout ce que je pouvais en sortir visuellement. Et finalement, avec le temps, au début, je trouvais ça super drôle. Après, j'ai trouvé ça utile. Et après, j'ai trouvé ça pas très cool. Et au moment où j'ai trouvé ça pas très cool, je suis partie. Parce que j'en avais marre de ce format-là de sexualité, de soirée où tout doit être, tout doit rentrer dans des cases. C'est-à-dire que bon, c'était toujours avec le même organisateur que j'apprécie beaucoup, hein, c'est pas le sujet, mais j'en avais marre de voir cette femme toujours dans la même position. Elle doit être sur des talons, elle doit être avec des porte-jartelles, elle doit être avec des bas même quand il fait 40 degrés dehors. Tout ça, j'en avais ras le cul. Et j'étais toujours la seule qui râlait, et j'étais toujours la seule qui s'habillait pas comme il fallait. Alors au début, quand je participais sans prendre de photos, j'étais toujours pointée du doigt, genre ah moi Patricia, elle fait jamais ça, enfin elle écoute jamais rien. Et puis après j'en ai eu marre. Et quand j'ai fait des photos, je venais en jean, sauf que je faisais tâche sur les photos parce qu'il y avait d'autres photographes, donc fallait pas que je sois en jean. Et tout ça, ça m'a gonflé. Et puis de toute manière, j'avais fait le tour de ce milieu-là. J'en ai gardé des très bons contacts et puis je sais que si un jour j'ai envie de me marrer, je peux toujours aller à une soirée d'un pote, machin. Mais sauf que entre-temps, j'ai rencontré d'autres personnes et puis en libérant la parole aussi avec toutes ces années, j'ai rencontré des gens qui, un peu comme moi, aiment s'éclater comme ils l'entendent, avec qui ils veulent. Et du coup, on finit finalement par organiser des trucs entre nous avec des gens qu'on connaît. Et puis comme on a envie, surtout. Tu t'es pas posé depuis avec quelqu'un? Parce que là, t'es célibataire actuellement, tu me dis que t'avais traversé une longue période de célibat, il n'y a pas eu de relation Il y a eu des relations depuis 10 ans, parce que je suis séparée depuis 10 ans maintenant. Il y a eu des périodes où j'ai rencontré des gars, où je suis restée quelques mois, voire quelques années. Ça n'a pas excédé 2 ans. Mais non, aujourd'hui, non, je n'ai pas réussi à me poser avec quelqu'un. J'aimerais, parce que finalement, je trouve ça cool de se marrer, tout ça. Mais aujourd'hui, je sais aussi ce que je veux, c'est-à-dire, tu vois, faire un bout de chemin avec quelqu'un, mais après, pas forcément vivre sous le même toit, c'est pas le sujet. Mais avoir vraiment quelque chose à partager avec quelqu'un. Puis, dormir en tête-à-tête avec ma rosace, ma moulure au plafond, ça me fait chier. Il y a des moments où ça me fait chier, mais bon, la vie est comme ça, voilà. Et puis je sais toujours pas draguer. Ça, c'est un gros problème. C'est pas toujours nécessaire. On va parler de ta dernière fois, du coup. Parce que c'était pas une dernière fois en couple, c'était quand, sa dernière fois? C'était il y a quelques semaines maintenant. Il y a, je sais pas, on va dire un mois et demi, un truc comme ça. Avec un de ces gars, un de ces gars. C'est hyper péjoratif ce que je viens de dire. Ça lui fera plaisir. Non, un homme que j'ai rencontré sur des applis, parce qu'entre-temps, en 10 ans, j'ai quand même testé des applis. Bon, j'en suis revenue parce que ça me convient toujours pas. Mais j'ai rencontré ce garçon il y a quelques années, et voilà, qui me ressemble, qui aime bien partager son corps avec d'autres personnes. Je ne vois pas d'inconvénient à partir du moment où les choses sont dites et clairement dites, et voilà, où il n'y a pas d'embrouille ni d'arnaque. C'est une sorte de sex friend. Oui, voilà.
Voilà, c'est vrai, on appelle ça comme ça. Ouais, c'est vrai. Je n'utilise jamais ce terme-là, mais c'est ça. Ouais. Et voilà, donc on se voit de temps en temps, c'est toujours des moments super cool, partagés avec sincérité, et puis et ça me va. Enfin, on se voit pas ça assez souvent quand même, hein, mais c'est cool. Faut lui envoyer un message. Voilà, je pense qu'on va se voir dans pas longtemps. Est-ce que tu as pris du plaisir ? Est-ce que par rapport à ta première fois dont on a parlé tout à l'heure, est-ce que tu ressens vraiment le chemin parcouru Alors ouais, je ressens le chemin parcouru parce que maintenant je n'ai pas honte de ce que j'aime. Au début, je n'osais pas montrer ce que j'aimais. Déjà, t'aimes des trucs, ce qui n'était pas forcément évident au début. Voilà. Ouais, au début, je savais pas. Moi, pour moi, c'était un pénis dans un vagin, basta, on s'arrêtait là. Et puis, pour moi, la relation s'arrêtait là. Mais maintenant, elle n'a plus de plus de frontières. Et aujourd'hui, oui, c'est complètement différent. En plus, avec cet homme-là, il est très attentif. On prend toujours notre temps. On prend notre pied toujours tous les deux, quel que soit l'ordre, on s'en fout et ni comment, on s'en fiche, mais c'est assumé, c'est dit. Quand on n'aime pas un truc, on le dit. Aujourd'hui, je dis ce que j'aime pas, et je sais aussi montrer à l'autre ce qui me fait du bien, ce que je ne faisais jamais avant. Donc aujourd'hui, j'ai une vie complètement différente. Et c'est vrai que je dis souvent que je suis née 2 fois, mais franchement, ma deuxième naissance, elle vaut le coup de l'avoir vécue, quoi. Je pense qu'on peut conclure là-dessus parce qu'au final, ce qui a vraiment changé dans ta vie sexuelle, c'est la communication aussi. C'est de partir du principe que l'autre existe, c'est pouvoir lui parler, c'est pouvoir communiquer, être soi. Ça me fait encore défaut aujourd'hui, la communication, mais ça vient. Ouais. Mais j'ai fait un énorme pas là-dessus. Mais oui, c'était la communication et puis de s'assumer et de savoir qui on est. C'était première dernière fois. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Tous les épisodes de première et dernière fois, saison 1 et saison 2, sont à retrouver sur slate.fr et vos applications de podcasts préférées. Merci à tous et à toutes, et à très bientôt.